Donc, je suis Hervé Gaucher, je travaille à l'Ifremer, je m'occupe de la cellule de coordination du patrimoine. Je suis Thomas Monneret, moi je suis administrateur réseau et depuis peu j'ai pris le volet numérique responsable au sein du service informatique du département. Donc, on va commencer par une présentation du plan de sobriété. Donc, là, pour le coup, le plan de sobriété de l'Ifremer, il est pas centré sur le numérique, il est multi-activité. Alors, le plan de sobriété, il y a eu tout un tas de textes, donc on va pas tout détailler, mais il y a des prémices de textes qui ont commencé à émerger en 2020 avec des premières orientations qui étaient relativement générales. Et en 2022, avec la crise énergétique, la guerre en Ukraine, etc., il y a des circulaires qui sont sorties et qui fixaient des objectifs très précis, notamment les consignes de température dont on a tout entendu parler, le chauffage à 19, la clim pas en dessous de 26, etc. L'Ifremer a transmis un plan de sobriété au mois de novembre 2022, donc au ministère, à son conseil d'administration. Le plan de sobriété, il était constitué d'une note de cadrage, relativement générale, et d'une liste de 50 actions envisageables qui étaient issues des contributions des centres Ifremer, des départements scientifiques et des directions fonctionnelles. L'objectif qui est fixé, c'est de faire moins de 10% en kilowattheure, pas en euros, parce que là en euros, c'est vraiment compliqué, en 2024, avec une référence 2019. Alors, on imagine que c'est pour avoir une référence pré-Covid, en fait, pour avoir une base. Voilà. Je voulais juste préciser que c'était une approche parmi d'autres possibles, parce qu'évidemment, il y a plein de manières d'aborder le sujet qui peuvent être différentes. Donc ça, c'est la manière que nous, on a mis en œuvre. Les 50 actions dont on vient de vous parler, elles ont été réparties en différentes familles, on sait plus pour mieux se retrouver. Donc, en gros, il y a des actions qui sont reliées au budget, aux finances. Donc, c'est par exemple prioriser les actions en fonction de l'impact que ça peut avoir sur les économies d'énergie. Il y a une action mobilité, une action pratique de l'Ifremer. Donc, on voit bien déjà en termes de nombre que c'est là que on va avoir le gros du sujet, notamment sur les pratiques scientifiques. Il y a un volet achat et un volet immobilier qui va également avoir des incidences relativement lourdes sur le sujet. Alors, on a essayé d'aborder les choses de manière simple, parce qu'en fait, quand on déroule la plot, on se rend compte que le sujet, il touche à toutes les activités de l'Institut, parfois les plus anodines. Donc, la ligne de conduite qu'on s'est fixée, c'était de faire preuve de bon sens. Tout à l'heure, l'intervenant d'avant parlait de nettoyer les pipettes. Prendre du jetable, ça permet de faire des économies d'énergie si on regarde juste notre petit périmètre. Par contre, voilà, balancer du plastique à tout bas, c'est pas forcément la bonne approche. Donc, des fois, réinternaliser le nettoyage du matériel et puis réutiliser les choses. Bon, on ne fait pas d'économie d'énergie directe, mais derrière, il faut aussi regarder un peu plus loin que ce c'était de faire preuve de bon sens, d'être exemplaire, ça rejoint un peu l'exemple que je viens de vous donner, et évidemment de maintenir l'activité. En tout cas, un niveau d'activité satisfaisant. Ce qui est le plus simple, c'est de fermer, on enlève les poissons, on ferme les équipements informatiques, et forcément ça marche mieux, mais ça fait partie des contraintes. Ça paraît évident, mais ça fait partie des contraintes qu'il fallait prendre en compte. Le pilotage du plan de sobriété de l'Ifremer, il a commencé par la constitution d'un copil transversal, donc avec un volet technique, donc qui était plutôt porté par moi, un volet scientifique qui était porté par un directeur de département, des fonctions support, donc on a un représentant de la RSE, une personne de la com et une personne de la direction financière. Le comité de pilotage, il identifie les actions, il arbitre et il en initie des nouvelles. Et après, évidemment, le copil ne fait pas tout. Hein. Après, les actions sont menées par des responsables qui sont désignés. Ça peut être, s'il y a une action, par exemple, il y avait une action sur la remontée des températures des congélateurs en 80. Voilà, c'est une action. On a rédigé la note et ça a été diffusé par la direction générale pour diffusion à tous les départements scientifiques. Donc, je vais pas vous détailler les 50 actions, hein, mais
juste pour vous donner des exemples, alors, il y a un sujet sur les actions transversales qui est les fermetures temporaires. Il y a des instituts, peut-être que les vôtres ont fermé plusieurs semaines. Là, on est en attente d'arbitrage. Alors, là, c'est plus pour vous donner des choses un peu plus visuelles. Ça, c'est le taux de présence sur les sites Ifremer en 2019, donc pré-Covid. Alors, bon, on va pas arrêter. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des pics à 90% de présence. Il faut savoir que on est plutôt sur une surestimation, puisqu'en fait, le calcul du service RH, c'est qu'en fait, c'est plutôt les personnes qui sont non absentes. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être absent, mais être en campagne en mer, être en mission à Nantes ou à Toulon, être en formation, je ne sais où. Donc, c'est plutôt, voilà, donc on est à 90% de personnes non absentes. Et on voit deux choses. On voit qu'on a un trou au moment des vacances d'été. Et on a un énorme trou tout à la fin, là, au moment des vacances de Noël. Alors, on peut bien regarder la transition 2022. Déjà, on a un écrasement de la courbe, puisqu'on a intégré le télétravail. On voit même que le télétravail, ça a été mis en place en mars-avril. On voit la courbe qui s'infléchit. Et donc là, on voit que le taux de présence, il se creuse encore en été et qu'on maintient le taux en fin d'année. Bon, après, ça, c'est un sujet à part entière, on pourra en discuter, parce que, évidemment, selon les centres Ifremer, il y a des petites variations, notamment dans le Pacifique, où les vacances sont pas les mêmes. Voilà. Mais ça montre plusieurs choses. Là, c'est la courbe des consommations de l'Ifremer au cours de l'année. Ça montre, que quand on est à des pics de 83% de non-absence, ça pose la question des surfaces qu'on occupe. On le voit, on s'en aperçoit visuellement dans les locaux, avec des bureaux qui sont à moitié vides. Est-ce qu'on a besoin d'autant de surface alors qu'on n'a jamais plus de 83% de personnes? Bon, là, on en a parlé. Et puis, il y avait une réflexion aussi sur le fait qu'à partir du moment où on ferme sur des périodes données, et bien, mathématiquement, on va renforcer le taux de présence aux autres périodes. Ça peut avoir un effet vertueux de forcer indirectement les gens à se croiser, parce qu'on parle aussi de travail en transversalité, etc. Il y a un autre volet qui est intéressant sur la courbe, c'est que on voit que finalement l'été, eh ben, le creux, il n'est pas si important que ça. Alors, l'été, on a besoin de froid, notamment pour les data centers, mais pas que. Et donc, on voit que finalement, notre process, eh ben, il a une part vachement importante dans nos consommations, et il n'y a pas que le chauffage, même si le pic est en décembre. Et donc, on a en fait un gap entre l'été et l'hiver d'1 million de kilowattheures. Donc voilà. Ce sujet de quand est-ce qu'on ferme finalement, quand on déroule, eh ben on voit que ça implique d'autres sujets, et on revient, alors moi c'est un peu mon radar, l'histoire des surfaces occupées, qui finalement est un sujet très, très important. Nos collègues des achats ont initié une démarche d'achat responsable. Alors, ça c'est applicable un peu à tout type de structure. Il y a des obligations réglementaires qui vont arriver en 2026. Donc, la démarche transitoire, c'est de dire, on va proposer des clauses qui pourraient répondre à ce type de préoccupation pour les marchés formalisés, donc à plus de 40 000 euros. Voilà. Et donc ça, nos collègues des achats ont commencé à travailler sur des clauses à proposer aux différents prescripteurs. On a un sujet parc de véhicules. Vous avez parlé des mobilités. Bon, on part de 149 véhicules en 2022. On n'en avait plus que 135 en 2023. Alors, on ne s'est pas débarrassé de véhicules qui roulaient. Après, il y a eu un effet d'aubaine en disant, voilà la trajectoire. Et au fur et à mesure, les véhicules qui arrivaient en fin de location longue durée ou les véhicules qui étaient anciens, il y a eu un échange avec les différents sites Ifremer pour voir lesquels pouvaient être supprimés. Et donc, on est plus sur du non-remplacement. La cible, c'est d'arriver à 113 en 2025. Donc, en fait, on fait un gap, on fait 5% par an. Là, c'est pareil, il y a besoin de beaucoup de discussions. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est donc, je vous ai parlé de l'effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'il y a des sites qui sont déjà en avance, qui sont déjà à moins 15, qui sont quasiment à la cible. Évidemment, on ne va pas leur demander de refaire 5, de faire moins 5 en 2024, en 2025. Après, on va glisser, et l'objectif, c'était d'arriver à moins 20 pour tout le monde en 2025. Sur les process scientifiques, alors, j'ai esquissé le sujet tout à l'heure. C'est un gisement majeur pour l'Institut. À l'Ifremer, c'est pas les bureaux qui consomment. Alors, éteindre la lumière, ça c'est bien, mais éteindre la lumière quand on a des gros équipements derrière, eh ben, finalement, c'est presque insignifiant.
Ce dont on s'est rendu compte également en travaillant avec les départements, c'est qu'il y avait des tas de choses qui avaient été mises en place, notamment dans le cadre des labos 1.5, et qui n'avaient pas été, enfin, qui n'avaient pas été diffusées en fait. Donc il y a des bonnes initiatives dont il faudrait un peu plus parler. Et concernant les process scientifiques, il y avait deux leviers qui sont complémentaires, qui sont questionner le besoin, donc en termes d'activité, de volume d'activité, pourquoi je le fais comme ça, et pourquoi je fais pas autrement. Les fréquences, et notamment sur les fréquences de prélèvement, d'analyse, d'utilisation du numérique. Et en face, on a la question la façon d'y répondre d'un point de vue technique. Les équipements qu'on met en place, pour faire les campagnes. On en reparlera tout à l'heure. Les gens qui utilisent les campagnes, ils disent il faut mettre des bateaux propres. Et les gens qui opèrent la photoscénographie, et là, c'est aux scientifiques de programmer au plus juste leurs besoins. À un moment, c'est les deux en fait. C'est un, réfléchir au nombre de campagnes dont on a besoin, et deux, réfléchir à des bateaux plus propres. Il faudra jouer sur les deux tableaux. Et après, il faudra jouer sur les deux tableaux pour que ce soit complémentaire et pour décupler les effets. Donc, au-delà des 50 propositions qu'on avait faites dans un premier temps, de manière assez rapide, ça donne l'impression que c'était bâclé, mais en tout cas, de faire un préliminaire, on a ressollicité les départements en disant questionnez votre activité, qu'est-ce que vous pouvez proposer sur votre périmètre. Alors, on a reçu 190 propositions, alors qui parfois étaient un peu redondantes, parce que éteindre les lumières, baisser la climatisation, enfin, remonter la climatisation, etc., on l'a eu plein de fois, mais on a eu donc beaucoup de retours qui concernaient pas que les procès scientifiques, qui concernent également l'infrastructure, les mobilités, donc l'avion, le train, etc., les process, bien sûr, et également le numérique. Donc, pour l'infrastructure, l'optimisation des consignes de température, donc ça a déjà été réalisé. Il y a un volet qui est de dire, quand on fait des opérations immobilières, on les fait d'une certaine manière, on commençait à faire attention aux incidences énergétiques, etc. L'idée, c'est de dire, il faut pousser les curseurs un peu plus loin. Donc, optimiser les surfaces, les mètres carrés au cas où, pour vraiment faire la chasse à tout ça, réfléchir aux espaces de bureau en se disant, on n'est pas tout le temps au bureau, le télétravail, les missions, les vacances, etc. Et réfléchir peut-être à investir un peu plus pour derrière faire des économies en énergie. Donc ça, il y a une première opération qui a été livrée. Elle avait été engagée avant le plan de sobriété, mais on était déjà dans cet esprit-là. Et sur la prochaine opération qui va avoir lieu à Brest, il va falloir pousser ça un peu plus loin. Il y a une action qui est de réaliser des opérations de rénovation énergétique. Donc bon, ça c'était déjà fait, mais pareil, ça a été poussé. C'est en cours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan de résilience gaz 2. Donc il y a eu le plan de relance, il y a eu résilience gaz 1, puis 2. Donc on a pu se faire financer presque 700 000 euros d'opérations d'économie d'énergie, dont le raccordement au réseau de chaleur. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est des choses qu'on surveille, qu'on essaye de pousser. Les actions sont portées par les centres outre-mer. Et il y a une action qui pour l'instant est initiée, mais qui n'a pas encore abouti, c'est de produire des énergies sur les sites outre-mer. C'est-à-dire que déjà, on essaie de réduire, et après, ce qu'il faudrait, c'est que le résidu d'énergie, on arrive à le produire avec des énergies renouvelables. Donc, il y a des dossiers de financement qui ont été déposés, il y en a d'autres qui sont à venir. Et à long terme, il faudra qu'on le fasse même sans financement, mais là, il y a des trucs qui ont été ouverts via l'agence Agile, si ça vous intéresse. Agile, c'est une émanation de la direction de l'immobilier de l'État qui propose des financements. Bon, les réseaux de chaleur, on en a parlé. On est déjà raccordé au réseau de chaleur urbain à Nantes et à Boulogne, et c'est en cours à plus d'années. Parmi les actions à engager, c'est de remettre, c'est de remettre en place un système d'énergie management à l'Ifremer. Alors, ça a été fait pour l'instant, c'est fait de manière un peu informelle, donc ça, voilà. Les scientifiques nous ont questionnés, ils ont dit, nous, on veut bien faire des efforts, mais de quoi on part? De quoi on part? Combien consomme mon bâtiment? Combien consomme mon équipement? Là, clairement, on est déficitaire, et cette notion de comptage, d'ailleurs, ils ont posé, dans les 490 actions qui sont remontées, ils ont dit, nous, on veut savoir combien ça coûte d'utiliser Data Armor, combien ça coûte de stocker des mails, combien ça coûte de stocker X de données océanographiques, etc. Donc voilà, et ça c'est important pour mesurer, ensuite s'encourager un petit peu quand on voit qu'on fait des progrès. Donc il y a un objectif pédagogique vachement important.
La modulation du volume d'activité, bon ça évidemment, hein, c'est que c'est valable pour la donnée numérique en disant bon je réduis ma donnée stockée de 5%, donc je sollicite moins mes installations. C'est valable pour tout, c'est valable pour le nombre de poissons qu'on conserve et sur lesquels on fait des études, etc. C'est valable pour le volume de campagne, de prélèvement, d'échantillons, etc. Bon, évidemment, l'optimisation des surfaces occupées, ça c'est facile, hein, quand on travaille sur les températures, la lumière, on peut espérer gagner 5%. Quand on ferme un bâtiment, on gagne 100%. Donc, ça, c'est vraiment un axe fort. Encore une fois, on revient sur la première diapo en disant maintenir l'activité. L'idée, c'est pas de mettre les gens dehors, c'est de dire comment on pourrait mieux occuper nos bâtiments et occuper moins de surface tout en continuant à travailler correctement. Donc, là, plus travailler sur un partage comment dire, des locaux et des charges et responsabilités des gens. Parmi les sujets numériques qui ont été remontés par nos collègues, donc ça je vous en parlais, évaluer ou documenter les pratiques pour pouvoir rentrer donc les mails, le stockage, le calculateur, etc. Ça, c'est pas le service informatique qui a remonté ça, hein, c'est les scientifiques qui ont dit voilà, on pourrait faire ça. Ils ont demandé des formations sur les bonnes pratiques, arrêter certaines machines virtuelles en période d'utilisation, travailler sur la bancarisation des données pour éviter de multiplier les données ou de conserver des données qui ne sont pas utilisées. Travailler sur la traçabilité des modèles numériques, évidemment, trier les fichiers, les bases de données, traquer les doublons. Et puis gérer, alors là sur le matériel, gérer les extinctions de matériel et travailler sur des électrons uniques un peu plus économes. Alors on va terminer juste un peu sur les leçons de tout ce qu'on a vu nous depuis 6 mois. Donc le plan de sobriété, il s'est mis en route en fin d'année dernière. Là, il y a eu un semestre vraiment opérationnel. Donc, bon, je vous en parlais tout à l'heure. Mesurer les consommations, c'est quelque chose qu'on a vraiment identifié comme quelque chose d'important en fait, pour communiquer, comprendre, etc. Et finalement, les deux thématiques majeures, les 50 actions, ça se résume en deux choses en fait. C'est les températures. Donc c'est valable pour les locaux, les stockages, travailler sur la saisonnalité. Quand on produit des huîtres, enfin des larves d'huîtres ou de poissons, il faut des températures plus élevées. Il faut essayer de ne pas le faire en hiver, où on pompe de l'eau qui est à 8 ou 12 degrés, plutôt en été, etc. Donc ça, nos collègues, ils travaillent déjà là-dessus pour essayer d'adapter et consommer moins d'énergie. Et il y a une notion de volume qui concerne à la fois les échantillons, le parc machine, les animaux qu'on conserve, les données, les analyses, les surfaces. Donc, en fait, finalement, on voit que tout tourne autour de ces deux thèmes. Deux constats, alors ça fait un peu philosophe du dimanche, mais il y a, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, voir la paille dans l'œil du voisin et pas la poudre dans son œil. Dans les retours que nous ont fait nos collègues scientifiques, ce qui était assez significatif, c'est que les scientifiques, ils disaient, faut faire des économies sur le numérique. Les gens du service informatique disent, faut que les scientifiques fassent attention à leur données. Les services support disent, les scientifiques, faut qu'ils fassent attention à leur activité. Donc, bon, évidemment, les gens regardaient aussi un petit peu ce qui les concernait, mais c'est bien de regarder partout, mais c'est important de déjà traiter les sujets qu'on maîtrise, et par contre, travailler collectivement pour les autres sujets. L'autre constat, c'est que c'est le constat no pain, no gain, c'est que les actions faciles et rapides, elles sont utiles, ne serait-ce que pour démarrer la démarche, mais on voit bien que c'est pas suffisant en fait. Là, j'ai déjà un collègue qui devait nous ressortir les chiffres. Là, les moins 10%, on n'y est pas. On n'y est pas encore, et donc il va falloir remettre en cause des pratiques et peut-être faire des choses qui font un petit peu mal et qui nous sortent un petit peu de notre routine de confort. Parce que voilà, les choses faciles, juste éteindre la lumière, faire un peu le tri dans les mails, et ça suffira pas. Et donc aujourd'hui, on a mis en route des actions faciles et rapides. Cette année, on a manœuvré avec un budget sobriété à 0 €. Donc on s'est adapté avec les budgets dont les porteurs de projets disposaient, etc. Et on a posé les jalons pour la suite. Par contre, ce qui reste à faire, évidemment, il y en a beaucoup plus. C'est la modulation de l'activité, c'est les actions longues, c'est les actions avec de l'investissement. Pour l'instant, on a un budget prévisionnel à 500 000 €, qui n'est pas encore validé, mais voilà, il avait estimé ça plutôt à 1 million, 1,2 million pour l'année prochaine. Donc, voilà, c'est pas suffisant. C'est déjà, mais en fait, finalement, ça touche à tous les secteurs de l'IFRA. Donc voilà. Je parlais de jalons. Voilà. Il va falloir que ça se mette en place petit à petit. Je pense qu'on va fonctionner sur un système un peu d'appel à projet.
sur tous les sujets pour pouvoir prioriser les actions qu'on lance. Moi, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de ce qu'il y a en informatique aujourd'hui à l'IFREMER et ce que fait le numérique responsable aujourd'hui à l'IFREMER. Sachant qu'on en est quand même au tout début de la démarche. Alors, l'informatique actuelle à l'IFREMER, c'est une informatique qui est centralisée à Brest, sur les 20 personnes. On a à peu près 1600 équivalents temps plein, 3370 postes de travail, ce qui représente beaucoup de postes de travail par personne. Ça s'explique pour plusieurs raisons. On a du temporaire, enfin des personnes qui passent temporairement, on a quelques extérieurs, on a des PC qui sont en prêt. Donc, le télétravail aussi a parfois doublé les PC, mais ça c'est un chiffre sur lequel il va falloir qu'on travaille. L'informatique représente à peu près 105 serveurs physiques et 400 machines virtuelles. On parlait de mutualisation. Effectivement, on essaye depuis quelques années de fonctionner avec des machines virtuelles pour limiter la présence de machines physiques. Et l'informatique représente à peu près 1,1 pétaoctet de données stockées sur l'informatique, sachant qu'on va parler du calculateur après. L'informatique actuelle, aujourd'hui, c'est situé sur une salle serveur qui est vieillissante, qui n'a pas de clim redondée, qui n'est plus efficace, plus assez efficace en tout cas pour la salle actuelle et puis tout ce qu'on peut voir à l'extérieur. La salle est non cloisonnée, donc c'est une grande salle, tout est refroidi dans cette grande salle. Du stockage, il n'y a pas que la salle informatique au final, on a du stockage, on a la téléphonie qui est au même endroit. Ça participe à la non-efficacité de la climatisation. Et c'est une salle qui n'a pas d'extinction incendie. Là, je parle de la salle principale. On a aussi une salle PRA, donc plan de reprise d'activité, qui a été construite un peu plus récemment, il y a à peu près 3 ans. Et là, on a une climatisation efficace, on a une extinction incendie, elle est beaucoup mieux organisée. Pour revenir sur la salle vieillissante, la salle principale, malgré tout, on essaie de l'organiser malgré le fait qu'elle est ce qu'elle est. Donc les baies sont tournées d'une certaine manière pour concentrer le froid au milieu des baies et essayer de rendre la climatisation le plus efficace possible avec sans tout changer. On fait avec ce qu'on a en gros. Et on a un projet de refonte de cette salle informatique dans les prochaines années, donc d'ici 2025, où on devrait rénover la salle pour qu'elle soit beaucoup plus efficace, avoir une climatisation propre. Et voilà, donc c'est un projet de travail. Ça illustre aussi que pour rendre le numérique un peu plus responsable au niveau des infrastructures, et ben ça demande du temps, ça demande de l'investissement. On n'a pas une loi dans l'informatique qui est efficace tant qu'il y a de lourds investissements derrière. Et du temps aussi à passer dans le cas particulier de Datarmor. Donc on a parlé déjà, David a parlé du PUE, ça apparaissait dans ses slides tout à l'heure. Le PUE, c'est le rapport consommation d'un équipement informatique, une salle informatique, par rapport à sa consommation totale, climatisation incluse. Et donc aujourd'hui, Datarmor, le calculateur d'IFREMER, est à environ 1,27 de PUE, alors que la moyenne nationale des calculateurs est à 1,6 en 2020. Donc on a quand même une salle qui est assez efficace, avec une consommation, j'ai noté la consommation là, 3,48 mAh. Effectivement, la salle de Datarmor est en dehors de la salle informatique actuelle, donc c'est une salle qui est dédiée avec une climatisation efficace, une climatisation par eau tiède au plus près des composants pour la partie calcul et une climatisation pas globale de la salle, mais ce qu'on appelle INRO entre les baies
pour le stockage, donc entre les baies de stockage. Ça permet d'avoir une climatisation beaucoup plus efficace et de faire descendre ce niveau. Il y a un renouvellement en cours de la partie stockage qui va avoir lieu dans les prochains mois, prochaines années. Aujourd'hui, on a environ, Datarmor stocke à peu près 15 pétaoctets de données sur des disques classiques. Demain, on partirait sur un stockage multi-tiers avec un tiers chaud, un tiers tiède et un tiers froid, donc avec différentes technologies par tiers. Mais ça influe aussi sur la rapidité d'accès aux données. Donc, tiers chaud, c'est la donnée qui va être accessible rapidement, donc en cours de traitement par les scientifiques, sur des disques NVMe, qui est une nouvelle norme de disque aujourd'hui, donc qui consomment beaucoup, qui chauffent beaucoup. Donc on aurait à peu près 400 Tera de données dessus. Un tiers tiers qui serait de la donnée accessible assez rapidement, avec une grosse capacité de 10 pétaoctets sur ce tiers-là. Et le tiers froid, qui serait avec une grosse capacité de stockage de données, 60 pétaoctets, qui serait stocké, lui, sur bande magnétique. Les bandes magnétiques, ça rallonge énormément la durée d'accès à la donnée, mais ça ne consomme rien quand la donnée est accessible. Ce qui permettra de réduire, on espère grandement, la consommation électrique sur la partie stockage. La consommation espérée est à un cinquantième de la consommation de disque. Donc c'est quand même loin d'être négligeable. Aujourd'hui, le numérique responsable à l'Ifremer, donc là on sort de Datarmor, on parle en globalité l'Ifremer. Il y a des actions qui ont été réalisées, alors pas dans le cadre du numérique responsable tel qu'il a été identifié aujourd'hui. Le numérique responsable est piloté par le RSE, Responsabilité sociétale des entreprises. Là, c'est les premières actions qui sont des actions réalisées par le service informatique. C'est du bon sens du métier. On essaie d'évoluer vers un numérique plus responsable. Donc, il y a la rationalisation des achats. Il y a quelques années, les achats à l'Ifremer de matériel informatique, donc notamment les ordinateurs, étaient effectués par les labos. Aujourd'hui, c'est le service informatique qui récupère cette partie-là. Ça permet de faire appel à des groupements d'achat pour acheter les matériels et d'avoir des matériels qui sont tous équivalents. Ça facilite grandement la maintenance du matériel et on essaye d'avoir des équipements qui sont plus efficaces. La gestion des déchets, des 3E, pour l'informatique et les serveurs, c'est des choses qu'on essaye d'améliorer, même s'il n'y a pas de mutualisation de ces pratiques-là aujourd'hui, mais on va essayer de s'y diriger. Et on allonge la durée de vie, notamment sur les ordinateurs, où la durée de vie actuelle, on va dire que c'est à peu près 5 ans. On essaie de l'allonger à 6 ans, voire 7 ans, et en plus de récupérer ce qui est encore utilisable pour avoir du matériel de prêt et du matériel de secours. On essaie de grandement allonger la durée de vie des équipements informatiques. Dans le cadre du RSE maintenant, il y a 3 modules de e-learning qui ont vu le jour. On a fait le pari de la sensibilisation des utilisateurs sur le numérique responsable, et donc il y a 3 modules de e-learning qui ont été construits, notamment avec l'aide du consortium Green IT. Voilà. Et il y a un benchmark de maturité sur le numérique responsable qui a été fait dernièrement, il y a quelques mois. C'est en gros un gros tableau d'indicateurs pour essayer de voir le niveau de maturité de l'Ifremer et de comparer ce niveau de maturité avec d'autres instituts. Il a été fait aussi en suivant une liste de bonnes pratiques qui a été mise au point par Green IT. Et donc, ce benchmark on espère que ça va nous permettre de lever des points d'amélioration pour le futur et de voir vers où on va se diriger pour le numérique responsable. Voilà, en conclusion, le numérique responsable, pour nous, c'est quelque chose qui est assez tentaculaire, on ne sait pas trop par où commencer. Ça va passer par des formations, on fait un gros pari sur ce benchmark-là.
savoir quel levier on va activer pour améliorer les choses, du moins à l'itinéraire. Hop, conclusion, j'en ai terminé. Si vous avez des questions. Là, c'était présenté justement sur la réduction de consommation énergétique et les investissements potentiels, en sachant que l'Ifremer, l'empreinte carbone, c'est essentiellement les bateaux, c'est plus de 50%, que les bateaux sont vieillissants et que la plupart dans les 40 ans, voire plus. Est-ce qu'il y a un plan d'investissement pour réduire l'empreinte carbone de ces bateaux-là à court terme, parce que dans 50 ans, ça sera trop tard. Alors, la flotte, ils sont un petit peu à part de tout ça. Moi, je suis allé les rencontrer pour voilà, mettre en place ça. Ils ont envie d'en parler d'ailleurs. Ouais, c'est même plus 50% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est pas dans le scope du plan, enfin, c'était pas dans la cible du plan de sobriété de l'État, parce que c'est vraiment la partie bâtiment. Là, nous, on les a intégrés à la démarche, on allait les voir. Ils ont engagé une démarche là qui va commencer là à la rentrée, je crois, pour optimiser tout ça. Voilà. Enfin, en tout cas, la flotte a engagé une réflexion. Est-ce que la pression sera suffisante pour que ça... Pas très bon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, le sujet est sur la table et je ne sais pas du tout ce qui va en sortir. Mais là, en tout cas, le discours, c'est que les technologies ne sont pas au point et qu'il faudra attendre longtemps avant que ce soit efficace. C'est ça le retour qui a été fait. J'ai eu le même. Ouais, t'as eu le même. De toute façon, je pense que c'est de manière globale, pour avoir cette transition écologique, en fait, il faut du temps, des investissements énormes, il faut s'en donner les moyens et ça compte. Mais notamment les bateaux, ça. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, je ne sais pas si tu te rappelles des deux piliers là pour le scientifique. Donc il y a en fait, bon, il y a la flotte qui est une chose, donc c'est la manière dont on répond aux besoins de prélèvement. Donc évidemment, si on arrive à faire des bateaux propres, on aura répondu à une partie de la question. Et en face, il y a la question qui peut être naïve, hein, moi c'est est-ce qu'on a besoin de faire autant de campagnes aussi longues à cet endroit-là, etc. Et dans les 190 propositions, il y en a qui ont commencé à proposer des choses, notamment chez RDT, qui gère des observatoires de fond de mer, et il dit, nous aujourd'hui, alors je ne sais plus où il est celui-là, je crois qu'il est au milieu de l'Atlantique, tous les 2 ans, on va sur place, on reste 10 jours, on sort l'observatoire, on fait la maintenance, etc. On embarque je ne sais pas combien de personnes pour faire la maintenance, on reste 10 jours sur place, alors il y a d'autres gens qui font d'autres choses autour pendant ce temps. Et on remet l'observatoire au fond. Et il lui disait, ils sont en train de réfléchir, chiffrer, à dire, eh ben, plutôt que de rester 10 jours sur place, on y va, on sort l'observatoire, on en met un neuf, on reste 3 jours, on plie les gaules, on rentre. Et après, la maintenance, on la fait tranquillement. Donc déjà, on emmène moins de monde, on reste 3 jours, et après le temps de campagne, soit on en fait autre chose de vraiment intéressant, enfin de plus intéressant en tout cas que de faire des ronds autour, soit on les fait pas. Mais en tout cas, là, les scientifiques commencent à réfléchir. Donc ça, c'est l'exemple de RDT. Et du coup, ils disent aussi, la maintenance à terre, elle est vachement plus simple que de la faire sur un bateau avec pas plus, puis des fois, peut-être qu'il manque effectivement. Donc, eux, ils réfléchissent à ça. Alors, a priori, ça coûte un petit peu cher. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu d'investissement pour dédoubler les équipements, mais bon, le coût d'une journée avec les robes, le bateau, etc., plus emmener 10 ou 15 personnes pour faire la maintenance, je pense que c'est très rapidement amorti. Mais voilà, c'est ce genre de réflexion. Et donc, comme disait Thomas tout à l'heure, là, on est au début de la réflexion. En tout cas, le volet techno sur les bateaux, bon, là, c'est la flotte qui porte ça, et normalement, il est démarré. Et sur le volet pratique, et ben, là, les scientifiques, ils ont commencé à prendre le sujet. Alors, moi, j'ai essayé d'éviter le sujet au maximum, mais l'aspect financier, à un moment, c'est malheureusement ça qui fait bouger les lignes, quoi. Voilà, donc c'est en cours. Malheureusement, ça passe vite, mais c'est en cours. Tu peux commenter ça, parce que je suis dans l'observatoire. Le problème, c'est que, c'est effectivement très simple, c'est pour le faire, il y a un petit problème tout le temps.
faut acheter des fois les équipements, donc Ouais. c'est pas plus cher. Et surtout, les économies qu'on va faire en bateau, en fait, ça va le même budget. Le problème, c'est qu'on va utiliser 4 jours moins de pas, donc forcément, c'est reste à 200 000 €. Mais cette économie-là, elle est à la flotte. Là, il faudrait vraiment qu'on ait une vision globale sur ces gains, en fait. Il faut pas qu'ils soient vus au niveau d'un seul département. Oui, pas que par le type de la lorgnette. Oui, mais c'est ça en fait qui va être long à mettre en place. Donc là, les collègues de chez RM commencent à regarder ce qui implique le besoin d'investissement. Effectivement, à un moment, il faudra aller voir avec la flotte. Il faut avoir des visions larges, je pense, pas que Ça. le labo, parce que si on regarde au niveau du labo, ça nous coûte 2 fois plus cher. Ouais. C'est tout. Alors qu'au niveau global, c'est bien moins cher. Bah, c'est un peu l'intérêt du démarrage transversal. Je disais la remarque tout à l'heure par rapport à ce que vous appelez la projet, enfin, sur le dessus d'avant. À un moment, faut pas regarder juste par le type de la lorgnette, sinon on va louper des choses, quoi. Bon, c'était un exemple concret parce que c'est la réflexion qui était la plus avancée. Mais après, il y a d'autres départements qui ont commencé à réfléchir. Alors, la remarque qui était un peu provocatrice, c'est de dire, il y avait des choses, il y avait des campagnes qu'on dit, vous ne pouvez pas arrêter, parce que sinon, ça faussait toutes les statistiques. On les a arrêtées pendant 2 ans à cause du Covid. Et le monde s'est pas effondré, quoi. Donc, il y a des choses qu'on doit remettre en cause, ou en tout cas questionner. Après, bon. Mais la réponse peut être, on ne peut pas changer pour telle raison. Mais en tout cas, je vous poser la question de manière un peu approfondie. Oui. Vous avez la chance, à l'île première, d'avoir, enfin, j'ai la chance, vous avez des endroits où il faut des eaux froides. En fait, vous avez aussi besoin d'échauffer, c'est ce que vous avez indiqué dans les aquariums. Et en fait, je suis toujours surpris quand il y a des centres comme ça, c'est un serpent de mer. Hein. C'est qu'il n'y ait pas un circuit fermé, en fait, avec la chaleur récupérée des ordinateurs. Pour chauffer les aquariums. Et ça, c'est à l'île première encore plus, quoi. Mais on revient exactement sur ce que disait Madame tout à l'heure, c'est qu'à un moment, c'est trop cloisonné. Enfin, ça a été trop cloisonné. Et donc, à un moment, il faut réfléchir de manière globale. Alors, ça commence à se faire, mais si on prend l'exemple du data center, à un moment, enfin moi je suis arrivé il y a 5 ans, mais j'entendais partout qu'on récupérait les calories sur les data centers, et ici, on consomme du froid à gogo. Et en fait, à l'époque, c'est ça, il y avait alors moi ce qu'on m'a raconté, mais c'est peut-être pas, mais en gros, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre l'infra et la partie projet, donc du coup, c'est resté séparé. Et ben, donc, du coup, on a un data center qui est autonome, en tout cas, qui gère sa vie entre la production de chaud et de froid. Et donc, on balance des calories pour refroidir ce qu'on. Effectivement, enfin, l'une des réflexions, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait pas, en plus, on trouve de l'eau de mer, on pourrait récupérer des calories sur l'eau de mer pour refroidir le data center, enfin, les équipements informatiques en général, et on peut utiliser cette eau un petit peu réchauffée pour l'envoyer ailleurs, on peut réchauffer autre chose. Bah là, c'est comme tout le reste, jusqu'à présent, c'est des sujets qui ont été étudiés. Alors, ça, c'est surtout valable à Brest, parce que ailleurs, je ne sais pas trop s'il y a des sources de chaleur qu'on peut récupérer. Mais ouais, et alors, ce qui est encore plus paradoxal, c'est qu'il y a des endroits où, pour la même activité, on produit et du chaud et du froid. Parce que, pour le vivant, eh bien, à certains stades, on a besoin de refroidir l'eau, et les certains d'autres programmes, on a besoin de refroidir. À Palavas, ils ont mis une machine thermofrigopompe c'est une espèce de grosse pompe à chaleur, et en fait, quand elle produit du chaud, eh ben, elle génère du froid, et en fait, elle récupère le froid. Enfin, ça croît, en fait, le chaud produit. Elle récupère le chaud sur le froid, etc. Pas très clair pour le raconter. La production de chaud et de froid, elle est mutualisée. En fait, avec des récupérations croisées, ça permet de baisser. On est sur des coefficients de récupération de 6, alors que sur une pompe à chaleur normale, on est à 3, en fait. On produit 3 kWh quand on en utilise qu'un seul. Et voilà, mais ça, c'est des simples, entre guillemets, c'était une grosse machine qu'ils ont mise là. Et donc, ils produisent du chaud et du froid. Mais oui, mais la remarque, elle est pertinente, mais on a déjà parlé avec le Il va y avoir une réflexion. on est tout le monde autour de la table, il faut y aller. Et le problème, c'est que sur le bâtiment qui est d'ailleurs l'informatique, la problématique, elle est globale. Moi, j'ai posé la question, on dit, bah, on ne peut pas récupérer les calories parce que le résumé de chaleur d'un moteur, il n'est pas bon.
comme le bâtiment n'est pas isolé, on est sur des régimes de température très élevés, et quand on récupère de la chaleur, eh ben, on récupère à basse température. Donc en fait, pour pouvoir faire ça, il faut isoler le bâtiment, refaire tout le réseau de chauffage, et après, derrière, on peut aller plus loin en allant distribuer les calories armées. Donc, moi, j'ai fait un chiffrage rapide, donc, on va rénover le bâtiment informatique de 7 millions d'euros. Si on veut faire un truc vraiment au top, quoi. Donc, voilà, donc, il va falloir y aller pas par petits pas, mais voilà, c'est intéressant d'avoir un regard extérieur. Enfin, je pense que les gens en interne en sont conscients, mais du coup, comme ils sont habitués, ils le disent moins frontalement, mais à un moment, faut remettre les pieds dans le plat. Hein. Après, la question, c'est vrai qu'on se la pose, mais on sent bien que, à moins de mettre des mecs, on n'a pas de solution. 17 millions, la salle de c'est à peu près à 1 million. Si je peux intervenir, à la station biologique de Roscoff, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu paradoxale. C'est qu'on a eu la chance, la station biologique a eu la chance d'avoir un financement pour pouvoir faire une rénovation énergétique avec un changement du système de chauffage d'une chaudière à pompe qui était vieillissant pour passer avec un système de pompe à chaleur. Au moment où ils ont fait leur calcul de dimensionnement de cette pompe à chaleur, ce calcul intégrait le fait que nous, on disposait d'une salle machine qui produisait de la chaleur et donc qui a été intégrée dans le dimensionnement de cette pompe à chaleur. Bon, après, le paradoxe, c'est que ça va être amené, nous, dans les ça prend un peu plus de temps à venir, à migrer notre salle de machine dans un data center visualisé, donc SCADA Data, normalement. Et donc, du coup, ça met un peu à plat le calcul qui a été fait au niveau de la rénovation de la pompe à chaleur. Alors, je ne sais pas dans le détail quel va être réellement l'impact de cette migration. Et puis, au regard des discussions qu'on a avec ce data center, on a encore quelques années devant nous pour pouvoir avoir un véritable impact. Mais malgré tout, voilà, on se retrouve avec même quand c'était bien pensé à un moment, Ouais. dans cette certaine contradiction. Ouais, alors, souvent, les installations, elles sont surdimensionnées. Donc, bon, ça va peut-être. Oui, ça peut peut-être. parce que la peut-être plus pas si énorme que ça, mais. Mais non, mais il y a une vraie réflexion, c'est qu'à un moment aussi, il y a eu la question qui avait été soulevée à Brest de dire, on renvoie de l'eau de mer à 18-20 degrés dans la rade. Est-ce qu'on pourrait pas mettre, en gros, on peut faire de la géothermie sans creuser, quoi, quasiment. Et la réflexion, c'est de se dire, ah ouais, mais on ne sait pas si on aura des poissons encore dans 10 ans ou 15 ans. C'est un peu la réflexion que vous faites. Donc, 15 ans après, ils sont toujours là, les poissons. Donc, à l'inverse, quand on prend les hypothèses pessimistes, finalement, on fait pas grand-chose, quoi. À un moment, faut effectivement réfléchir pour tous les paramètres, et puis prendre des décisions, et puis, la rénovation date de combien de temps? Ici, là, c'était l'année dernière. Ah oui, donc c'est vraiment récent. Oui, c'est super récent. Les financements ont été acquis il y a 2 ans, je crois. Mais c'est encore plus triste, c'est que finalement, on n'avait pas été mis dans la boucle. Donc, on gère ça. Oui, vous saviez qu'il y avait une recul. Et pourtant, on annonce cette migration depuis nous 3 ou 4 ans. Ouais. Et réellement, ça soulève le même problème que celui que tu viens d'évoquer, hein, c'est-à-dire à savoir un cloisonnement des réflexions avec d'un côté les services patrimoine et logistique qui réfléchissent dans le coin, de l'autre côté les services info qui peuvent également avoir la réflexion. Et sur Brest, c'est vraiment, alors, sans vouloir jeter la pierre, mais en fait, comme le bâtiment informatique est un gros consommateur, et en plus, c'est même, ce que m'ont dit mes collègues, c'est même problématique parce qu'il tire très fort sur le réseau d'eau glacée. Alors que si c'était un petit labo de rien du tout, qui consomme un peu, ça se passerait pas de la même manière. Là, le réflexe était plutôt de dire, gérer ça de votre côté parce que nous, on n'arrive plus à fournir. Donc, on en arrive justement à mettre du cloisonnement, en fait. Ce qui n'est pas forcément là. On en revient, pour revenir sur la première question, qui était de dire, c'est important et de redonner de manière globale. Et justement, le fait de travailler en transversal, ça me permet ça, quoi. De tout questionner, tout mettre à la table et tout mettre sur la table. Décision ou pas, mais. J'avais un autre point, c'est parce que là, tu as indiqué justement sur la réduction du nombre des bureaux, par exemple, ce qui est envisageable.
Sauf que beaucoup de fois, il y a aussi la qualité liée au travail qui n'est pas prise en compte. Alors attention, je ne parle pas de réduire le nombre de bureaux, parce que Non, souvent, potentiellement, enfin, d'autres structures, je ne parle pas de l'IFREMER, hein, parce que, effectivement, avec l'arrivée du flex office et d'autres choses, sauf que ça pose des problèmes. Certaines structures y reviennent justement parce que de changer de bureau à chaque fois qu'on revient sur site, que certaines structures font, ça pose des problèmes humains après derrière. Donc c'est là aussi où il faut trouver un équilibre. ouais, moi je pense qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt pour le flex office. Moi, c'est pas ce que je défends. Non, Comme ça, c'est un moment. Pour moi, sans aller jusque-là. Alors après, je pense que le bâtiment informatique, c'est un très mauvais exemple parce que je pense que c'est celui qui est le plus dense. Mais globalement, à l'Ifremer, on voit qu'on peut faire des progrès. En fait. En réalité, c'est logique, les bâtiments sont ensemble, etc. Mais sans pour autant définir une solution définitive, à un moment, il faut qu'on se pose la question. Il faut qu'on se pose la question de entre le télétravail, alors il y a après des fonctions qui ne sont pas télétravaillables. Après, les cas sont particuliers, mais entre le télétravail, les missions, les réunions, les vacances, finalement, il y a des tas de services qui passent très peu de temps dans leur bureau. Euh, Encore une fois, le flex office, c'est un mode de fonctionnement très particulier, qui, à mon avis, est difficilement généralisable à l'Ifremer. Mais en tout cas, il faut se poser la question et dire, voilà, là aujourd'hui, vous êtes quatre à occuper tant de mètres carrés, est-ce que, si on vous regroupe, est-ce que c'est possible? Et après, alors, je prends l'optique du bâtiment, avoir une multitude de bureaux individuels, en fait, c'est pas du tout évolutif de structure. Et des fois, enfin, d'un point de vue bâtimentaire, c'est plus intéressant d'avoir des locaux un peu plus grands, qui peuvent devenir, quitte à mettre un peu plus de gens dedans, qui peuvent devenir des salles de réunion, qui peuvent devenir un grand stockage, etc. L'exemple de la station de Lorient, on voit qu'il y a un énorme couloir avec je ne sais combien de petits bureaux individuels. Finalement, ça peut être autre chose que même pour des cloisons, bah, ça devient un deuxième couloir, en fait. Donc, après, dans la sobriété, il y a aussi la réutilisation des bâtiments, la longévité, etc. Et le bureau individuel, en fait, il n'est pas souple du tout en termes de réaffectation. Donc, je suis tout à fait d'accord que c'est pas la solution. Mais par contre, de la même manière que pour les activités scientifiques, il faut se poser la question et réfléchir plus en termes d'évolutivité que de vraiment je me garde de la place au cas où. Ce qui est humain, hein. J'ai fait beaucoup de projets dans le domaine de la santé avant de venir à l'Ifremer. Et on ne dimensionne pas un service d'urgence pour le jour où il y a, alors, post-Covid c'est un peu moins, mais pour le jour où il y a épidémie de gastro, de grippe, de trucs pour les gamins, de bronchiolite. Enfin, voilà, on peut pas dimensionner un service d'urgence pour le pic qui arrive une fois tous les 10 mois, quoi. Donc, voilà, donc c'est un peu ça, en fait. Mais il faut se garder un peu de souplesse pour que ça puisse évoluer, parce que les services d'urgence, c'est un mauvais exemple, hein, la ça peut augmenter, mais voilà, voilà, pour réfléchir à tout ça, pour se garder de la souplesse, en fait. C'est beaucoup ça. Merci. Merci.